Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Com, le podcast qui décrypte le marketing et la communication pour les indépendants et les TPE. Aujourd'hui, je suis ravi d'avoir William comme invité qui est passionné et surtout expert de YouTube. Il nous partage ses conseils sur comment créer une chaîne de zéro, les astuces pour pouvoir la monétiser, mais également le matériel qui peut être utilisé. Comment créer du contenu, comment trouver des idées intéressantes sur YouTube. Vous allez trouver tout cela dans ce podcast aujourd'hui. Et pour ma part, je m'appelle Étienne de chez Simp Studio in My Pocket. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et je vous en remercie. Vous pouvez également faire des commentaires sur Apple afin de nous aider à le faire connaître au plus grand nombre. Et tout de suite, je vous laisse écouter ma conversation avec William. Bonjour William et merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Étienne, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Alors pour commencer ce podcast, est-ce que tu peux me dire quelques mots sur ta spécialité et ton parcours? D'accord. Bon, je vais commencer par le parcours avant la spécialité pour que les gens puissent mettre ça dans un contexte. Donc, ça fait quelques années déjà que je m'intéresse à la création de contenu, 5 ans principalement, parce que je suis photographe de mariage à la base. Ça, c'est ma première spécialité que je faisais. Et donc, quand j'ai commencé à faire les mariages, je me suis dit, bon, il faut que je puisse faire connaître ma page, connaître mon travail, et tout, etc. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ma page, c'est William Angora Pictures. Là, j'ai vraiment un peu arrêté les mariages parce que, bon, c'était pas vraiment ça une passion. Je fais ça d'abord pour gagner de l'argent, pour la famille, les études, tout ça, etc. Mais là, vraiment, c'est plus la création de contenu, en fait, qui me passionnait en général. Du coup, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, j'ai fait un master en stratégie digitale. Donc, je m'intéressais déjà bien avant la création de contenu. Donc, j'ai validé le master 2 ans après, je l'ai eu. Et dans la stratégie digitale, en fait, ma spécialité, c'était le big data et le brand content. Donc, j'avais ce master avec ces deux spécialités-là. Bon, c'était bien, il y avait la partie théorique et tout. Sauf qu'il y a 3 ans, en fait, toujours dans la création de contenu sur ma page photo, etc., je me suis intéressé à YouTube. Et donc, comme j'aime bien l'anglais, je suis allé directement vers les anglophones, tout ça. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, ben, il y a des gens qui gagnent des millions de dollars, des millions d'euros avec une chaîne YouTube en créant du contenu, etc. Je dis, bon, ok, assez intéressant. Et comme je suis originaire de Côte d'Ivoire, je me suis dit, bon, je vais commencer à partager ce que je sais sur la photo, sur les lumières, sur le son, sur les caméras, tout ça sur ma chaîne YouTube. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Donc, au début, je partageais un peu tout ce qui concernait la photo, la vidéo et tout. Mes vidéos n'étaient pas très bien optimisées, mais ça me permettait déjà de créer du contenu, de montrer ce que je savais faire. Et même pour trouver l'alternance et le stage, enfin à l'époque, lorsque j'étais encore étudiant, en fait, ça m'a très bien servi ma chaîne YouTube parce que ben, les professionnels se sont rendus compte que ben, voilà, je savais faire des intros, structurer un contenu, partager mes connaissances, tout ça. Et ça a vraiment joué en ma faveur. Et du coup, après le master, donc, j'ai bossé pendant 6 mois en tant que chargé d'inbound marketing dans une entreprise d'impression 3D. J'ai arrêté en janvier en fait parce que je voulais vraiment passer plus de temps avec ma famille et surtout pouvoir créer du contenu comme je le voulais. Parce que bon, travailler dans une boîte, c'est bien pour beaucoup de personnes, mais moi, je me sentais vraiment limité en fait en termes de création de contenu, de potentiel, de ce que je pouvais faire. Je me suis dit, OK, on va arrêter, on va laisser tomber. Et j'avais toujours cette spécialité sur YouTube là, mais vu que je travaillais dans des domaines qui n'étaient pas forcément demandés, je l'avais mis un peu de côté. Et il y a eu la période du confinement du coup. Et pendant la période du confinement, je me suis dit, OK, là, tous les jours, j'ai du temps. Ce que je vais faire pendant toute la période du confinement, même si ça devait durer un an, j'aurais créé du contenu pendant un an, je vais créer du contenu à fond. Du coup, j'avais 300 abonnés quand le confinement a commencé. Et puis, ben, 2 mois après, j'ai triplé le nombre d'abonnés parce que ben, tout ce que je savais, j'ai mis ça en place sur ma chaîne YouTube. Et j'ai commencé à partager ça sur LinkedIn aussi. J'ai commencé à partager ça sur Facebook, etc., etc. Parce que je travaille déjà avec des clients en fait, sur leur chaîne YouTube. Il y en a certains qui ont 30 000 abonnés. Mon épouse aussi, elle a plus de 1000 abonnés. Elle a des chaînes, des vidéos à plus de 10 000, 15 000 vues, etc. Ça leur ramène des clients, de l'audience, etc. L'autre aussi qui a plus de 30 000 abonnés, lui, c'est juste un canal d'acquisition parce qu'il partage plus ses formations, ses produits digitaux dessus. Donc, il gagne très bien sa vie aussi. Donc, un peu plus de 30 000 euros par mois. On a travaillé vraiment sur sa stratégie digitale. Et ben, je me suis dit, OK, allez, 100%, on va maintenant se mettre en consultant marketing vidéo parce que la photo et la vidéo, en fait, m'ont aidé à comprendre le monde de la vidéo. Donc, la photographie de mariage. Donc, sur ce point-là, la partie technique, il n'y a aucun souci. Maintenant, la partie pourquoi faire de la vidéo, comment la faire, la structurer, l'impact que la vidéo a, ben, c'est ce que je fais en ce moment sur YouTube. Donc, j'ai vraiment bien repris, on va dire, depuis janvier. Ça coïncide en même temps avec la création de mon entreprise. Donc, voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, spécialiste marketing vidéo et plus particulièrement YouTube parce que c'est une plateforme assez complexe. Donc, je donne tout ce que je peux sur cette plateforme-là pour que les gens puissent se lancer tout simplement. Voilà.
D'accord, super. Alors du coup, voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi Ça est-ce que c'est marche. important d'être sur YouTube? Alors, ça, c'est un vaste sujet. Je pense que tout le podcast, je pourrais en parler. Alors, déjà, je vais décomposer ça peut-être en trois phases, on va dire. Donc, trois étapes importantes, enfin, trois raisons pour lesquelles les gens doivent être sur YouTube. Déjà, tout le monde le sait, YouTube, c'est gratuit. Donc, ça, c'est super. Et en fait, on a gratuitement la possibilité d'atteindre 2 milliards de personnes dans le monde. Bon, ça, c'est potentiellement. Mais Ça, chaque c'est mois, il y a 2 milliards d'utilisateurs qui se connectent sur YouTube. Et ça, c'est énorme. À la différence de Facebook, en fait, YouTube, c'est un endroit où ton contenu peut rester toute la vie. C'est-à-dire, tant que YouTube existe, ton contenu va rester dessus pendant toute la vie. Un exemple simple pour ceux qui écoutent ce podcast, qui vont le regarder peut-être. Si tu pars sur YouTube, tu mets comment faire un nœud de cravate, mais les vidéos qui sont top 1, elles ont 6 ans, 10 ans, 9 ans. Donc, ça veut dire une vidéo continue à générer des revenus, à générer de la visibilité, même 9 ans, 10 ans après. Ce qui est totalement impossible sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, bon, TikTok, on n'en parle même pas, Instagram, tout ça, Snapchat. C'est impossible d'arriver à ce genre de résultats-là. Donc, ça veut dire que peu importe l'activité qu'on fait, donc qu'on soit indépendant, petite entreprise et tout, on peut documenter la vie de son entreprise, on peut documenter ses produits, on peut positionner des vidéos qui vont durer sur un certain nombre d'années. Et c'est ce qui est puissant avec YouTube. Et quand on dit vraiment année, c'est pas juste année, on ne parle plus de toi, c'est-à-dire des vidéos qui sont bien référencées, qui fonctionnent bien sur YouTube, peuvent continuer à générer de la visibilité tous les jours. À titre d'exemple, j'ai fait une vidéo en 2019 qui avait 200, 300 vues après un an. Et depuis le confinement, ben, cette vidéo, elle a gagné 1200 vues en 2 mois. Et d'accord. vu la courbe qu'elle est en train de prendre, elle va continuer à gagner des vues en fait comme ça tous les jours au fur et à mesure. Donc tu vois, ça se passe vraiment dans le temps. Cette vidéo m'a pris 1 heure à faire, mais pour 1 heure en fait, c'est comme si chaque jour je faisais une nouvelle vidéo parce que c'est 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 vues qui se font tous les jours. Donc déjà gratuitement, on arrive à avoir ce potentiel-là. Et deuxième chose qu'il faut comprendre, en fait, c'est que tout comme les entrepreneurs ou les entreprises, YouTube est une entreprise d'abord. Donc, ils veulent forcément gagner de l'argent. Et en fait, les clients de YouTube, ce n'est pas forcément les abonnés, les personnes qui regardent directement nos vidéos. Les principaux clients de YouTube, c'est nous, les créateurs de contenu. Donc, en fait, YouTube vend l'attention aux annonceurs. Donc, quand on comprend ça, on est en paix en fait vis-à-vis de YouTube parce qu'on sait ce dont YouTube a besoin. C'est important vraiment de savoir ce dont YouTube a besoin parce que YouTube va vendre le temps passé sur la plateforme aux annonceurs. Je prends un exemple tout simple. Imaginons Mercedes qui veut vendre des voitures à des personnes sur YouTube, mais qu'est-ce que Mercedes va faire? Mercedes va faire de la publicité sur les pages de créateurs de contenu qui s'adressent aux personnes qui aiment des voitures tout simplement. Donc c'est en fait ça que YouTube vend parce que YouTube prend 49% des revenus publicitaires et reverse 51% aux créateurs de contenu. Donc 49% sur le nombre de milliards qui sont dépensés en termes de publicité, ça fait beaucoup en termes d'argent. Effectivement. Donc ça aussi, c'est bien parce que YouTube, en fait, donne tout l'accès à sa plateforme gratuitement. Après, il y a YouTube Ads, mais qui est vraiment infime et minime par rapport à tous les créateurs de contenu qui font ça gratuitement. Donc YouTube donne accès à des milliards de personnes gratuitement et les annonceurs derrière, c'est eux vraiment qui permettent à YouTube de gagner de l'argent et aussi aux créateurs de contenu de gagner de l'argent. Et le troisième élément aussi, c'est que YouTube permet vraiment de bâtir sa marque, de bâtir son personal branding. Par exemple, quelqu'un qui est uniquement sur les réseaux sociaux, à partir du moment où il disparaît des réseaux sociaux, on peut ne plus entendre parler de lui. Mais s'il rajoute à ça YouTube, c'est quelque chose qui va lui permettre de rester sur le long terme. Quand tu regardes bien, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé avec un blog, qui ont commencé avec un site, avec des réseaux sociaux, mais au fur et à mesure, commencent à aller vers YouTube parce qu'ils se rendent compte que c'est beaucoup plus important d'être présent sur YouTube. Pas parce que les autres réseaux n'ont pas leur place, non, c'est juste que YouTube amène encore une autre dimension à l'entreprise, à l'entrepreneur, par exemple. Moi, par exemple, je suis sur LinkedIn, j'ai bientôt 10 000 relations, 10 000 abonnés, mais en fait, je ne suis même pas expert sur LinkedIn du tout. C'est juste à force de créer du contenu de manière régulière que j'ai ce genre de personnes-là. Mais par contre, sur YouTube, avoir 10 000 abonnés, c'est beaucoup de boulot en fait, parce que rien que pour trouver l'idée de vidéo, filmer la vidéo, publier la vidéo, parce que c'est pas juste publier, je prends ma vidéo, je la mets en ligne, elle en ligne, non, il y a vraiment l'optimisation de la vidéo derrière, analyser les statistiques. En fait, quelqu'un qui est sur YouTube, il travaille autant que quelqu'un qui a un travail de 35 à 40 heures, parce que ça lui prend tout ce temps-là pour comprendre tout ce qui se passe sur sa chaîne et prendre des décisions stratégiques derrière. Et moi, ce qui me passionne le plus sur YouTube, c'est que c'est un endroit où il faut être stratégique. C'est-à-dire, on ne peut pas juste publier pour publier sur YouTube. Il faut réfléchir derrière pour savoir comment atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et surtout, c'est accessible à tout le monde. Et dernier point que je peux donner, on n'a pas besoin de montrer son visage pour réussir sur YouTube. Il y a plein de chaînes où on n'a pas besoin de montrer son visage, de se dévoiler aux yeux du monde entier pour gagner de l'argent ou pour créer de l'impact dans la vie des autres. Donc, c'est ce qui est bien aussi. Donc, pour les timides, forcément, ceux qui n'aiment pas se montrer, YouTube peut être un très bon endroit pour partager sa passion, partager ce qu'on fait dans son entreprise, etc., etc. Maintenant,
dernier point, j'espère finir sur ce point-là, plus particulièrement uniquement pour les entreprises, YouTube, c'est bien parce que si une entreprise sait comment communiquer sur YouTube, elle va avoir des clients sans avoir besoin de dépenser d'énormes budgets publicitaires. Je prends un exemple tout simple, hein. Si tu prends Leroy Merlin, Castorama, ben, en fait, ils ont fait des vidéos sur YouTube qui ont des centaines de milliers de vues. Et ça permet aux gens de se dire, OK, si j'ai un problème en termes de bricolage, ben, je vais aller sur la chaîne YouTube de Leroy Merlin. Et forcément, si Leroy Merlin te montre comment faire quelque chose, j'ai fait le test la dernière fois, ils m'ont expliqué comment mettre du papier peint. Mais après avoir regardé la vidéo, je me suis dit, je vais acheter le matériel chez Leroy Merlin et je vais leur demander de venir le poser le matériel chez moi. Pourtant, ce n'était pas publicitaire cette vidéo qu'ils ont faite, ce tuto sur le papier peint, mais j'ai vu il y a tellement de contraintes, ça prend tellement de temps, même si on est seul, je me suis dit non, mieux vaut payer 50, 60 euros pour que quelqu'un vienne me poser le papier peint plutôt que de regarder le tuto 10, 15, 20 fois et avoir encore des bulles dans mon papier peint que je vais poser. Donc, en fait, c'est vraiment une méthodologie donnée pour recevoir derrière. Donc, c'est ce qui est bien sur YouTube. Et surtout, comme je dis, c'est vraiment le côté gratuit parce qu'on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre, faut pas qu'on se mente. Quand on n'a pas forcément de budget pour commencer, YouTube peut être un très bon moyen. Parce que même si on ne met pas autant de temps que sur les autres réseaux sociaux, il faut être présent tous les jours, sinon après on se fait oublier. YouTube, on peut faire ça une fois par semaine, deux fois par mois, au pire des cas, et quand même avoir des résultats sur le long terme. Donc voilà, c'est quelques raisons que je pourrais donner là. Bon, il y en a tellement, mais c'est vraiment ce que je veux donner d'abord. Puis après, dans l'échange, on verra ce qu'on peut partager encore, D'accord, en tout tout cas, c'était simplement. déjà très très riche, hein, dès l'introduction. Mhm, Alors, effectivement, on est en entreprise. Le podcast est mhm. plutôt pour les entrepreneurs, les indépendants et les TPE. D'accord. Mhm. La première question qu'on va poser, c'est combien de temps doit durer une vidéo? Quand on est sur un réseau social, on se dit que l'attention est D'accord. plutôt limitée, donc la vidéo va être plutôt rapide. Et Mhm. LinkedIn limite par exemple à 10 minutes. Est-ce que sur C'est ça. YouTube, il y a une durée qui est importante? Est-ce qu'il faut faire des vidéos courtes? Est-ce qu'il faut faire des vidéos longues? Est-ce qu'on peut faire les deux? Voilà, quel est ton point de vue là-dessus? D'accord. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de réponse juste. Mais déjà, il faut faire des vidéos qui durent un peu plus de 20-30 secondes parce que sinon, ce n'est pas très qualitatif en termes de données. Mais avant de répondre juste à la question de manière concrète, en fait, je reviens toujours en fait à comprendre ce que YouTube veut et ce que YouTube attend. Une fois qu'on a cette question qui tourne en boucle, peu importe le contenu concret, on pourra avoir de l'impact sur YouTube. Donc, je disais tout à l'heure que YouTube gagne de l'argent avec l'attention des clients. Et la chose qui compte le plus sur YouTube, c'est le nombre de minutes passées sur la plateforme. C'est ce qu'on appelle le watch time. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, qui veulent se lancer, ça s'appelle le watch time, c'est-à-dire le temps de visionnage passé sur l'ensemble de tes vidéos, sur ta chaîne ou sur ta vidéo en particulier. Donc, si je prends un exemple tout simple, imaginons tu ne fais que des vidéos de 5 minutes tout le temps, ben, le YouTube va vouloir que les personnes regardent un certain pourcentage de ta vidéo, c'est-à-dire 20, 30, 40, 50. Le but, en fait, sera d'arriver à faire en sorte que les gens regardent ta vidéo pendant 100% du temps. Ce qui est bien évidemment impossible, surtout le nombre de personnes qu'il y a. Mais chaque personne qui vient sur ta vidéo doit la regarder le maximum de temps possible. Donc, que ta vidéo fasse 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 minutes, ça fonctionne très bien. OK? Maintenant, le deuxième élément, c'est que ce sont les minutes qui comptent le plus sur YouTube. Pas forcément le pourcentage de vidéos, mais les minutes. Donc, si toi, par exemple, sur ta chaîne, tu fais des vidéos de 5 minutes et après tu fais des vidéos de 30 minutes, ça, c'est la même logique en fait. Il faut que les gens la regardent le plus possible. Et comment est-ce qu'on fait pour que les personnes la regardent le plus possible? Ça se joue beaucoup au montage parce que bon, on sait que le cerveau réagit aux stimuli, tout ça. Donc, c'est pour ça en fait qu'il y a des personnes qui sont expertes en montage vidéo et qui font en sorte que tu restes longtemps sur les vidéos, faire défiler plein d'images, de couleurs à la fois parce qu'en fait, ça joue sur le cerveau et ça joue sur l'attention de la personne. Déjà sur YouTube, on a un temps d'attention beaucoup plus important parce que, bon, des fois, on regarde depuis l'ordinateur ou des fois, on est sur le téléphone, mais on écoute quand même la vidéo pendant un certain moment. Donc, le but de chaque personne, peu importe la longueur de la vidéo, c'est de maintenir les gens sur la vidéo le plus longtemps possible. Maintenant, dans une optique de monétisation de la chaîne YouTube, faire des vidéos de plus de 10 minutes permet de mettre plus de publicité sur la vidéo. Lorsque la vidéo fait moins de 10 minutes, on peut en mettre qu'une seule, au début, je crois. Et lorsque la vidéo fait plus de 10 minutes, on peut mettre plusieurs sur la vidéo. Et si elle est beaucoup plus longue, 1 heure, 2 heures, on peut mettre 4, 5, 6 publicités pendant la vidéo. Parce que si on a 6 publicités dans une vidéo contre une publicité qui n'en a qu'une, c'est 6 fois, potentiellement 6 fois plus de revenus sur la même vidéo. Donc voilà, il n'y a pas de temps limité. Maintenant, si on veut vraiment se focaliser sur la monétisation, on prend en compte des vidéos de plus de 10 minutes. Maintenant, attention, parce que ce n'est pas forcément parce qu'il faut monétiser sa chaîne qu'il faut faire des vidéos de plus de 10 minutes. Vu que l'attention compte sur YouTube, donc pour les personnes qui viennent sur ta vidéo, si YouTube constate que les personnes viennent sur tes vidéos et qu'au final ne restent pas longtemps ou alors partent très souvent avant la fin de tes vidéos, parce que bon, ce qu'on dit à la fin, c'est plus pour rallonger, pour pousser vers 10 minutes, YouTube aura tendance à moins recommander tes vidéos à d'autres personnes. Donc, du coup, en fait, c'est un travail qui a été fait de manière un peu vaine. Donc, le but, c'est de donner le contenu de manière la plus synthétique possible, de manière la plus efficace possible
Et après, si le contenu vaut la peine de faire 10, 15, 20 minutes, on fait 10, 15, 20 minutes. Si le contenu peut être donné en 5 minutes, ben mieux vaut faire une vidéo de 5 minutes. Parce que tant qu'on garde en tête la satisfaction de la personne qui regarde la vidéo, le temps ne compte pas forcément. Si j'ai besoin d'expliquer, je ne sais pas comment brancher mon micro ROD et que ça prend juste 3 minutes à démontrer, je ne vais pas prendre 10 minutes pour expliquer ce que signifie ROD. Ils viennent d'Australie, ils ont créé la marque depuis 10 ans. Ça, le spectateur n'en a pas besoin. Donc, ce qui compte vraiment, c'est vraiment comprendre ce que je vais expliquer dans ma vidéo. Par exemple, quelque chose de très technique, un site WordPress, on ne peut pas le créer en 10 minutes. Enfin, on peut réduire un peu la durée, mais ça demande vraiment beaucoup d'étapes. Donc, un tuto de 1h30, 2h, 3h, ça s'y prête très bien, ça, il n'y a pas de souci. Mais si on veut juste expliquer comment installer un plugin en 2 clics, ça prend 1 minute 30, ben on fait une vidéo d'1 minute 30. Voilà. Mais le but, en tout cas, pour atteindre la monétisation, il faut 4000 heures de visionnage. Donc, peut-être au début, c'est commencer par traiter des sujets où voilà, on a besoin de détailler, où les vidéos font un peu plus de temps. Et une fois qu'on se fait monétiser, on peut vraiment réfléchir à autre chose. Mais moi, je dirais franchement, faire simplement la durée de contenu qu'il faut pour le sujet dont on parle. Voilà. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment se focaliser sur la qualité, sur le contenu, C'est et ça. après le C'est contenu, ça. bah, c'est comme quand on écrit un livre, hein, ça peut être une nouvelle de 10 Exactement. pages ou un livre de 200 pages. C'est vraiment l'histoire Exactement. qui fait qu'on va devoir le plus ou moins le détailler. Et donc pas C'est se ça. focaliser sur une durée précise. D'accord. Exactement. C'est ça. Tout à fait. Parfait. Donc là, tu as aussi abordé deux points qui sont différents par rapport à la stratégie. C'est d'un côté Mhm. se dire, bah, soit on veut avoir une chaîne gratuite et on fait juste de l'acquisition de clients parce qu'on va montrer son expertise, soit on veut la C'est ça. monétiser. On va du coup prendre Mhm. les deux points l'un après l'autre. Peut-être commencer déjà Mhm. par avoir une chaîne qui va rapporter des clients. Quels sont pour Mhm. toi les conseils pour créer une chaîne qui va rapporter du client? Est-ce qu'il y a des choses à mettre sur des tags, par exemple, sur la description de Mhm. la vidéo pour que OK. finalement les gens aillent sur YouTube et après puissent acheter sur le site internet, etc. OK. Alors, si on veut juste avoir des clients, l'avantage de YouTube, c'est que ça nous permet de trouver nos clients. Donc, déjà, avant de créer nos vidéos, il faut simplement rechercher ce dont mes clients potentiels ont besoin. Je prends un exemple tout simple. Je prends l'exemple du bricolage. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je vais parler du bricolage. Mais si j'ai envie de mettre du papier peint, en fait, le besoin de mon client, c'est comment mettre du papier peint ou bien, par exemple, quel est le meilleur papier peint, tout simplement. Donc, je vais faire d'abord la recherche avant d'enregistrer ma vidéo. OK. Est-ce qu'il y a un bon volume de recherche? Est-ce qu'il y a des vidéos concurrentes qui ont fait énormément de vues sur ce sujet-là pour savoir? En fait, c'est analyser déjà quel est le marché par rapport au sujet de ma vidéo, par rapport à mon domaine d'expertise. Est-ce qu'il y a vraiment un marché potentiel sur YouTube? Une fois qu'on a fait cette analyse-là, ensuite, on va créer les vidéos et là, on ne réfléchit pas énormément. On répond simplement à des questions spécifiques. Moi, c'est ce que j'appelle la méthode RSQ. J'aime bien donner des noms comme ça pour que les gens puissent retenir. Répondre à des questions spécifiques, c'est-à-dire comment mettre du papier peint. Et notre vidéo va se focaliser uniquement à répondre à cette question-là. Et le but aussi derrière, c'est de faire une sorte de série, parce qu'on sait que le papier peint, ça demande plusieurs étapes. Mais en fait, je vais créer une playlist dans laquelle, qui va s'appeler Comment mettre du papier peint, avec dedans toutes les étapes qu'il faut faire pour mettre du papier peint. Ça permet déjà, non seulement à la personne de passer plus de temps sur mes vidéos, donc d'envoyer un bon signal à YouTube pour dire que cet entrepreneur ou cette entreprise répond à une problématique vraiment très précise. Donc, c'est bon, je peux recommander ces vidéos à d'autres personnes. Et ça permet aussi aux visiteurs qui viennent sur notre chaîne, qui ne nous connaissent pas, parce que beaucoup ne vont pas s'abonner dès la première vidéo. Généralement, ils vont avoir besoin de regarder plusieurs vidéos, prendre confiance aux créateurs de contenu et ensuite ils vont s'abonner. Et ça permet aussi de montrer l'expertise avant que la personne puisse devenir un client potentiel ou un client. Donc, en tant qu'entrepreneur ou entreprise, si notre but, c'est vraiment la vision première de notre chaîne YouTube, c'est de l'acquisition client, ben, on va faire du contenu qui répond aux questions spécifiques et à la fin ou au milieu, on peut faire un appel à l'action pour dire si vous avez besoin de plus de détails, aller plus loin dans telle thématique, etc., vous pouvez nous contacter avec toujours un lien dans la description pour amener vers un appel gratuit, un livre blanc ou un PDF. Bon, déjà, les livres blancs, je sais qu'on en lit de moins en moins, on les télécharge, mais on ne les lit pas forcément. Donc, moi, je suis en train d'opter plus pour un format de vidéo gratuite par email que j'enverrai une vidéo par jour qui seront débloquées au fur et à mesure. Parce que, bon, vu que je parle de vidéo, les gens aiment bien interagir avec le contenu vidéo, donc ça prend tout son sens. Mais c'est vraiment derrière transformer les clients potentiels en prospects. Donc, une personne qui a regardé ma vidéo ou alors qui s'est abonné, qui a aimé la vidéo que j'ai faite, elle a de grandes chances derrière de devenir client. Donc, c'est vraiment analyser le marché d'abord et prendre le temps de créer les premières vidéos pendant un certain temps. Généralement, et c'est ce que les experts recommandent, la majorité des experts que j'ai écoutés, c'est entre 25 et 50 vidéos qu'il faut faire pour donner assez de données à YouTube, pour que YouTube se dise, OK, cette personne, voici sa thématique. Donc, je vais aller chercher des personnes comme ses abonnés ou bien comme les personnes qui regardent sa vidéo pour lui proposer la vidéo.
Donc, toujours avoir un appel à l'action dans sa description. Moi, par exemple, j'ai créé 3 lead magnets et je tourne en fait en fonction des vidéos. Je dis, tu peux télécharger plutôt les idées pour gagner de l'argent, plutôt les idées pour sa chaîne YouTube. Et après, j'aurai une formation gratuite que je suis en train de faire où il y aura juste 4 modules. Donc, 4 modules super importants qui vont faire 3 heures environ. Et après, il y aura la formation payante ou un coaching derrière. Donc, pour tout entrepreneur, entreprise, il y a des clients sur YouTube parce que, bon, je pense que sur 2 milliards de personnes et sur plusieurs millions qui sont en France, il y a peu de thématiques, vraiment, il n'y a pas de clients qui sont sur YouTube. Parce que YouTube aussi, vu que c'est un moteur de recherche, les gens, en fait, veulent voir à quoi telle chose ressemble, faire des comparatifs avant de prendre des décisions d'achat. Ou si on est dans le domaine éducatif, comment faire de la publicité Facebook. Même s'il y a 1000 experts sur le domaine, ben 1001 experts, il y a également la place pour le 1001e expert. Donc, c'est toujours dans une optique de répondre aux questions que les gens se posent. Et c'est comme ça qu'on va drainer déjà du trafic. Parce qu'il y a 2 stratégies sur YouTube, peut-être on en reparlera après, mais c'est soit on est suggéré dans les résultats sur la colonne de droite, soit on est suggéré dans la recherche YouTube. Donc, quand on commence, le plus simple, c'est d'abord la recherche YouTube avant la suggestion. Parce que la suggestion, c'est plus pour des vidéos qui deviennent virales, etc. Mais ça prend plus de temps pour créer des vidéos virales. Donc, c'est juste commencer d'abord sur la recherche YouTube. Comme ça, on a 5, 10, 15, 20 vues de personnes qualifiées. Parce que si quelqu'un met comment installer du papier peint, il est déjà qualifié en fait à cause de sa recherche, parce qu'il cherche comment installer du papier peint. Donc, forcément, mon contenu est pertinent pour cette personne-là. Et c'est ce que j'aime bien aussi sur YouTube, parce que sur les réseaux sociaux, bon, on consomme du contenu un peu par accident. C'est-à-dire, on voit des choses qui nous plaisent, qui sautent à l'œil, des publicités à gauche, à droite. Sur YouTube, on consomme du contenu parce que même ce que YouTube suggère sur la colonne de droite, c'est YouTube essaie de faire en sorte que ce soit le meilleur contenu possible en fonction de ce qu'on est en train de regarder, en fonction de ce qu'on a regardé dans les jours qui ont précédé et en fonction de ce qu'on a l'habitude de regarder. Donc, rien n'est laissé au hasard, en fait. Donc, tout ce qu'on regarde, c'est assez pertinent pour le spectateur. Donc, si nos vidéos sont également pertinentes, ben, on pourra toucher ces clients potentiels-là gratuitement aussi. Voilà. D'accord, super. Tu as abordé tout à l'heure une question qui était importante. Tu dis qu'il faut avoir Mhm. 25 à 50 vidéos pour que YouTube connaisse ton audience. Est-ce que quand on C'est lance ça. sa chaîne, il faut se dire qu'il faut que j'ai une vidéo et ça suffit? Est-ce qu'il faut que j'ai 5 vidéos à diffuser? Il faut que j'en ai 10 d'avance? Est-ce que tu as un conseil à ce niveau-là? Ça dépend des moyens de chacun parce qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens, ni le même temps, ni les mêmes ressources. Mais si en amont, on a déjà les ressources pour créer plusieurs vidéos avant de les publier, ben, on peut en créer 5 à 10 et on les planifie chaque semaine. Comme ça, on a déjà 10 semaines de contenu qui sont déjà prêtes et qui sont déjà publiées. Comme ça, on peut réfléchir sur autre chose. Mais si on veut créer sa chaîne YouTube la semaine prochaine, bon, ça prend 30 minutes pour créer une chaîne YouTube maximum avec le mail, la personnalisation de la chaîne. Ben, on peut créer sa chaîne, mettre en ligne une première vidéo, mais surtout avoir un calendrier de publication. Ça, c'est super important parce que plus on est régulier, plus on montre à YouTube notre sérieux et plus aussi on donne de la donnée à YouTube. Donc, ça dépend vraiment des moyens de chacun. Il n'y a pas vraiment de réponse type parce que, bon, des fois, souvent, certains experts, soit américains, soit francophones, disent ouais, il faut publier tous les jours. Je prends l'exemple de Gary Vee, qui est un des plus connus. Mais sauf que Gary Vee, il a dit une fois, il y a 25 personnes dans son équipe qui s'occupent rien que de la création de son contenu. Bon, moi, je suis tout seul, j'ai 2 enfants qui sont à la maison, qui vont pas à la crèche. Donc, c'est un peu plus compliqué de créer 25 vidéos tous les jours. Donc voilà, ça dépend vraiment des moyens, des ressources de chacun et aussi de la thématique. Parce qu'il y a des thématiques qui ne vont pas nécessiter du contenu quotidien, du contenu tout le temps. Il y a des thématiques qui auront besoin de contenu plus recherché, un peu plus technique. Et pour le contenu technique, c'est sûr que ça prend un peu plus de temps. Mais moi, je conseille vraiment une vidéo par semaine quand on commence. Soit on enregistre 10, 5 premières vidéos qu'on publie directement qu'on planifie directement, soit on fait une vidéo par semaine, on choisit le jour, après on peut tester les jours, il n'y a pas de souci, mais vraiment une vidéo par semaine pour montrer à YouTube notre sérieux et surtout aussi pour montrer aux abonnés, ben, vous êtes abonné à la chaîne, vous avez liké les vidéos, ben, vous en verrez d'autres chaque semaine. Et je prends toujours l'analogie avec Netflix. Hein. Imagine, tu as acheté un abonnement sur Netflix qui dit vendredi à 9h02, il y a une nouvelle série, un nouvel épisode à chaque fois. Si 2, 3 fois tu arrives sur Netflix qu'à vendredi à 9h02, il n'y a pas d'épisode, tu vas commencer à te plaindre, tu risques même d'annuler ou aller voir chez la concurrence, Amazon Vidéo et tout, mais c'est exactement pareil sur YouTube. Voilà. En fait, c'est vrai que YouTube, il faut vraiment le prendre comme un canal de diffusion. C'est une chaîne de télé C'est ça, personnelle. Et du coup, il faut avoir le même exactement. sérieux. Si le journal de 20h et il commence à 20h15, les gens vont pas être contents. Donc, C'est si ça, nous on dit tout quelque à fait. chose, faut le faire. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre beaucoup de pression dans la création de contenu. Il faut juste se tenir à ce qu'on a dit qu'on allait faire. Bien sûr, avec le temps, on peut évoluer. Bon, finalement, je fais que 3 vidéos par semaine. Après, je fais des vidéos tous les jours. Il n'y a pas de problème, mais c'est juste informer les personnes. Voilà, je ferai ça à tel moment, mais soyez prêts, soyez présents à tel moment. Vous aurez les vidéos tel jour, à telle heure, par exemple. D'accord. Simplement. Jusqu'à même dire l'heure, ça c'est important. Ça peut aider.
Ça peut être important parce que bon, certains des abonnés, ils sont très. Enfin, il y a différentes personnalités, mais certains doivent savoir à quel moment s'attendre. Par exemple, moi, c'est mardi et vendredi à 8h30. Au début, c'était mardi et vendredi, juste ça. Mais après, je me suis dit, pour moi-même, gagner plus de temps et être plus efficace, je préfère me donner une deadline. Comme ça, je suis sûr qu'à 8h30 tous les mardis, elle est en ligne. Comme ça, ceux qui veulent la regarder dès le matin, c'est possible. Ceux qui veulent la regarder un peu plus tard dans le soir, c'est possible. Ça, c'est juste une question de relation avec l'audience. Ce n'est pas forcément ce que YouTube demande, mais c'est juste une question de relation avec l'audience. D'accord. Voilà. Euh, Par rapport à cette relation avec l'audience, on a une vidéo qu'on peut mettre en avant sur YouTube. Ça peut être la Mhm. présentation de la chaîne. Est-ce que c'est important C'est d'avoir ça. une vidéo qui est spécifique pour présenter la chaîne ou est-ce qu'on peut juste mettre la vidéo que l'on préfère, qu'on trouve le plus réussie? Alors, moi, ma stratégie dessus, il y a plusieurs stratégies. Il y a celle du teaser, du trailer, comme ils appellent en anglais. C'est utile, mais sauf que ça doit être vraiment une vidéo très dynamique qui donne vraiment le ton de la chaîne. Donc ça, moi, je conseille vraiment de le faire après qu'on ait vraiment de l'expérience sur le réseau, qu'on ait vraiment bien trouvé sa niche aussi. Parce qu'en fait, vu que la personne vient sur notre chaîne YouTube, elle s'attend à voir de quoi part notre chaîne et c'est la première vidéo éventuellement qu'elle va regarder si elle ne nous connaît pas bien auparavant. Moi, ce que j'ai mis en place, j'ai mis la vidéo qui est la plus pertinente par rapport à la thématique. J'ai mis 20 idées de chaîne YouTube. Parce que vu que j'ai ma tagline, c'est les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube. Donc déjà, quand on commence, on se demande de quoi est-ce que je vais parler sur ma chaîne. Donc c'est la première question qu'on se pose quand on commence, avant même le matériel, c'est juste de quoi est-ce que je vais parler. Mais j'ai mis 20 idées de chaîne YouTube et c'est la vidéo justement qui a explosé depuis ces derniers mois. Donc du coup, chaque personne qui viendra aura le temps de regarder pendant quelques secondes, quelques minutes avant d'aller voir les autres vidéos. En fait, il faut juste comparer en fait la page de la chaîne YouTube comme une vitrine, en fait. C'est celle qui va permettre aux gens de se dire, je m'abonne, je clique, je regarde d'autres vidéos ou pas du tout. Donc, on doit passer vraiment beaucoup de temps dessus au début pour vraiment qu'elle soit assez professionnelle, une bonne bannière, une photo de profil, euh, mettre les vidéos comme il faut. Au début, quand on n'a pas beaucoup de vidéos, c'est sûr, il y a une seule vidéo. Mais une fois qu'on a 5-10 vidéos, il faut déjà commencer à organiser la page d'accueil de sa chaîne. Donc, moi, j'ai mis la première vidéo qui est celle qui présente les 20 visibles de chaîne. Et après, j'ai mis deux playlists. Une de manière verticale, donc sur comment débuter sur YouTube. Et la deuxième, ce sont les vidéos qui ont été diffusées, donc publiées récemment. Donc, ça permet à la personne de dire, OK, voici les vidéos récentes. Je me demande comment débuter sur YouTube. Voici une playlist avec 12 vidéos, je crois, dedans pour savoir comment débuter sur YouTube. Et voici une vidéo sur les idées de chaîne YouTube. Donc, c'est déjà même un moyen aussi de convertir les personnes, même en cliquant directement. Parce qu'en cliquant sur une vidéo, ils vont dire, OK, il propose tel ou tel produit. Allez, je m'abonne ou alors je l'appelle ou alors je réserve un rendez-vous. Donc, voilà. C'est bien de faire un teaser si on peut le faire, mais ce n'est pas forcément ça la priorité. Juste mettre en avant soit une vidéo récente, soit les vidéos qui ont le plus de vues, parce qu'on veut continuer à avoir des vues dessus ou avoir de l'attention dessus, soit vraiment, franchement, une vidéo d'au moins 1 minute déjà, c'est ce qu'il faut, parce que je crois en dessous d'1 minute, c'est pas possible. Et ça dépend vraiment des moyens, encore une fois. Parce que je sais qu'en tant qu'entrepreneur et TPE, des fois, on peut avoir tellement la tête dans le guidon, faire une vidéo teaser, ce n'est pas franchement la priorité. Mais à partir du moment où on connaît vraiment très bien sa cible ou sa niche, on peut faire une vidéo très spécifique par rapport à ces personnes-là pour leur confirmer qu'elles sont au bon endroit, en fait. D'accord, super. Et alors justement, Mm. pour continuer sur ce présentation de sa chaîne, il y a aussi la page à propos Mhm. qui est assez courte. C'est ça. Donc, Mm. il faut évidemment parler de ce qu'on peut retrouver, mais en même temps, il faut faire de la promotion pour renvoyer sur son site. Est-ce que tu as C'est ça. des petits conseils à nous donner à ce niveau-là? Alors, déjà, cette page-là, elle est normalement indexée sur les moteurs de recherche sur Google. Donc, en fait, sur cette page-là, il faudra mettre généralement des mots-clés propres à ton contenu, à ce que tes clients recherchent et tout. Là, d'ailleurs, je dois la modifier parce que j'ai vu que dernièrement, je suis allé encore plus loin dans la niche dans laquelle je suis. Donc, je peux l'optimiser à chaque fois. En fait, la personne qui vient sur la page à propos, c'est un peu une sorte de biographie, une sorte de CV un peu plus rapide de savoir qu'est-ce qu'il propose, qu'est-ce que je vais retrouver sur sa chaîne. C'est pour ça, si on ne sait pas trop ce qu'on veut faire sur sa chaîne et qu'on met juste 2 lignes dans la partie à propos, c'est un peu dommage parce que ça permet aussi à YouTube, c'est un peu un facteur de référencement. YouTube va analyser ta chaîne, ta vidéo et va se dire, OK, celui-là, il parle en fait de comment avoir plus d'abonnés, comment avoir plus de vues. Donc, il est spécialisé sur le contenu sur YouTube. D'accord, je vais le promouvoir à d'autres personnes qui recherchent ces mots-clés-là. Donc, ce qui est bien, c'est une page elle peut être courte comme elle peut être longue. Si vraiment on met vraiment des bons mots-clés, on écrit de manière naturelle. Je m'occupe de ça, ça, ça. Voici ce que je propose. Voici ce que vous allez retrouver sur ma chaîne. On peut même mettre le calendrier éditorial quand on publie, etc. Et bien sûr, on met le mail. C'est plutôt le mail qu'il faut mettre en avant. Après, on Mhm. peut mettre le site aussi. On peut avoir droit à 3 sites qui sont directement en haut à droite. Quand on est sur l'ordinateur, on peut les retrouver en haut à droite de la chaîne.
Mais généralement, les gens mettent le mail parce que c'est aussi là-bas que les marques vont chercher les emails pour envoyer, pour faire des partenariats, pour travailler avec toi. Donc, c'est vraiment travailler le référencement aussi à ce niveau-là. Donc, ceux qui connaissent le SEO, ça peut être également utile. Donc, c'est les mêmes pratiques, les bons mots-clés, savoir de quoi est-ce que mes clients parlent. Moi, généralement, je le tape sur Google Doc. Donc, j'analyse pour voir si j'ai assez de mots-clés, les mots-clés qui concernent ma chaîne. Et après, je le copie directement sur la partie à propos. Donc, il n'y a pas de limite dessus, hein. Il n'y a pas de règles très strictes. C'est juste essayer de référencer ces mots-clés aussi également dedans. Et ça ne prend pas énormément de temps. D'accord, super. Mm. Alors, du coup, on a parlé si on voulait faire la promotion de son entreprise. Maintenant, si on veut monétiser sa chaîne, est-ce qu'il y a C'est des ça. conseils particuliers? Tu me disais que du coup, il faut essayer d'avoir des vidéos un peu plus longues parce que ça permet d'avoir un peu plus de publicité. Quels sont les Exactement. différents revenus sur une chaîne? On a la publicité qui peut être avant, qui peut être pendant. Voilà, est-ce que tu peux Mhm. nous en parler un petit peu? OK. D'abord, la monétisation. Avant de pouvoir monétiser sa chaîne, il faut d'abord 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur une période de 12 mois. Avant, c'était beaucoup plus simple, mais il y a eu tellement de scandales sur YouTube qu'ils ont décidé de faire en sorte de monétiser que les créateurs qui sont les plus sérieux. Donc, 1000 abonnés, ce n'est pas ce qui est compliqué à avoir. Par contre, 4000 heures de visionnage, ça, c'est un peu plus compliqué. En fait, 4000 heures de visionnage, c'est-à-dire sur une période de 12 mois, imaginons, tu crées ta chaîne YouTube aujourd'hui, on est le 12 juin, c'est ça? Donc, il faut que d'ici le 12 juin 2021, tu aies accumulé 4000 heures de visionnage. Bien sûr, on peut les avoir avant, mais si avant le 12 juin 2021, je n'ai pas les 4000 heures, je ne pourrais pas me faire monétiser. Donc, c'est par période de 12 mois que ça s'actualise. Donc, c'est bien justement de faire des vidéos un peu plus longues pour que les gens restent un peu plus sur la chaîne YouTube afin d'atteindre cette période de monétisation-là. Il n'y a pas de règle particulière, mais c'est sûr que 4000 heures de visionnage, en fait, c'est considéré que quelqu'un regarde tes vidéos pendant 165 jours. Une personne, 24 heures sur 24, pendant 165 jours, ça fait 4000 heures. Voilà. Donc, quand on prend ça en tête, on se dit, OK, ça fait quand même du Ça boulot. fait beaucoup. Donc, c'est pour ça, en fait. Et ce que je conseille, c'est de ne justement pas regarder les 4000 heures de visionnage, sinon c'est déprimant. Parce que chaque vidéo qu'on fait, on a l'impression d'avancer de 10 minutes, d'une heure. Non, ça viendra au fur et à mesure. Comme je disais tout à l'heure, vraiment, c'est un effet boule de neige. Plus tu publies de vidéos, plus tu auras des vidéos recommandées dans la suggestion, plus tes vidéos vont se référencer en recherche et plus les gens vont regarder tes vidéos pendant longtemps. Et plus tu auras de visiteurs en fait sur ta chaîne. Donc, il faut juste surtout se concentrer sur qu'est-ce que mes clients ou mon audience a besoin, de quoi est-ce qu'ils ont besoin, comment est-ce que je peux répondre à leurs besoins. Et chaque fois que je publie de nouvelles vidéos, je commence à devenir une personne de référence pour ces personnes-là qui font ces recherches. Donc, forcément, j'aurai plus de vues, plus d'abonnés, etc. Par exemple, avant le confinement, j'étais à 250 heures, je crois, de temps de visionnage. Mais aujourd'hui, je suis à 1100, tu vois. Donc, en peu de temps, j'ai déjà gagné 1000 heures 1000 heures de watch time. Donc, en 2 mois et demi. Donc, ça veut dire que avant les 1 an, je les aurai atteint les 1000 heures, les 4000 heures plutôt de watch time. Donc, ça, c'est la première contrainte principale pour YouTube. Ensuite, il faut créer un compte AdSense. Donc, ça, c'est gratuit, c'est rapide à faire aussi. Parce que c'est là-bas qu'on va recevoir les virements de la part de Google. Et il faut respecter vraiment toutes les conditions, les règles que YouTube donne. Généralement, on le voit sur nos vidéos. Dès qu'on publie, on sait si on a respecté ou pas les règles de YouTube. Et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, une fois qu'on a accepté dans le programme YouTube Partenaire pour être monétisé sur YouTube, il y a la publicité déjà qui permet de monétiser sa chaîne. Donc, on peut mettre des publicités avant, des publicités pendant la vidéo, quand elle fait plus de 10 minutes, des publicités à la fin, des publicités aussi sur la colonne de droite. Donc, elles sont des publicités un peu display, c'est-à-dire avant les suggestions de vidéos, on a également une vidéo en publicité aussi. Donc, ça peut être pertinent pour ceux qui veulent faire du YouTube Ads sur d'autres types de vidéos. Et on peut faire de la publicité skippable. Donc, skippable, comment je peux dire en anglais? Qu'on Qu'on peut peut ignorer, voilà, ignorer, ouais. qu'on peut ignorer. Et il y a des publicités qu'on ne peut pas ignorer aussi. Donc, c'est deux types de publicités différents. Et il y a le type de publicité qui s'affiche tout le long de la vidéo. Donc, on appelle ça in-stream display. J'ai tellement les noms en anglais, j'oublie en français ce que ça veut dire. Mais en fait, pendant la vidéo, tu auras toujours une publicité que tu peux fermer à n'importe quel moment. C'est plus un bandeau, comme un bandeau sur les blogs. Mm-hmm. Voilà. Tu as ce type de publicité-là. Mais généralement, les plus rentables, c'est les publicités qu'on peut ignorer au début. C'est 95% des revenus de YouTube viennent de ces genres de publicités-là. Voilà. Donc, on peut ignorer au début, pendant la vidéo, ce sont les publicités qu'on peut ignorer qui rapportent le plus d'argent aux créateurs de contenu que j'ai pu voir, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, c'est celle-là qui fonctionne le mieux. Donc, c'est ces différents formats de publicité. Ensuite, quand on passe les 10 000 abonnés, on peut également vendre des t-shirts, des mugs avec une plateforme qui s'appelle Teespring. Donc, ils ont un partenariat avec YouTube. Donc, il s'affiche juste en bas de la vidéo. Tu vois, tu peux acheter des pulls, tu peux acheter des mugs, etc. Et c'est directement lié à notre chaîne YouTube. Donc, ça aussi, c'est une autre source de revenus. Et je crois, au-delà de 100 000 abonnés, on peut faire aussi
on peut faire des abonnements mensuels pour nos abonnés, 4,99 € tous les mois. Donc, tu as des gens qui paient 4,99 € pour un contenu exclusif chaque mois. Donc, c'est-à-dire, rien que pour cela, tu auras un type de vidéo. Et en fait, dès que tu publies une vidéo sur YouTube, tu vas cocher uniquement pour les membres. Donc, elle sera publiée normalement sur YouTube, mais simplement pour ceux qui ont payé 4,99 € par mois. Donc, ça veut dire que déjà, tu peux te retrouver avec 3 sources de revenus, rien qu'avec la monétisation YouTube en général. Et moi, ce que je recommande, c'est vraiment qu'un entrepreneur ou TPE, ben, c'est de promouvoir son activité parce que même sans avoir 1000 abonnés ou 4000 heures, on peut directement avoir des clients. Donc, tu fais la promotion de ton activité, tu peux vendre des formations, tu peux vendre des petits produits, 7 €, 15 €, 20 €. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais avant d'avoir la monétisation, ça peut prendre du temps. Et surtout, comme je disais tout à l'heure au début, j'ai un client qui a 30 000 abonnés, mais en fait, sa chaîne YouTube lui rapporte 20, 25 € par mois. Bon, Ouais. il ne s'intéresse pas trop à la monétisation, tu vois. Il fait 100 000 vues par mois, mais il a 20 €. Après, il n'active pas tout le temps la monétisation parce que son seul but, c'est de vendre ses formations. Donc, la monétisation, il a activé dernièrement. Et j'ai même vu, quand je suis allé faire ses statistiques, il a une vidéo qui a plus de 275 000 vues en un an. Elle a vraiment fait exploser sa chaîne. Il n'avait pas activé la monétisation dessus. Je me suis gratté la tête. Je me suis dit, mais. Ah. Ben bon, après, comme il gagne entre 20 et 30 000 € par mois, comme je disais, bon, ça ne lui coûte pas grand-chose, quoi. Mais sur des chaînes avec 30 000 ou 50 000 abonnés, en moyenne, on peut gagner environ un SMIC avec la monétisation. Donc, pour 1 million de vues, en fonction des niches, parce qu'il y a des niches qui rapportent beaucoup plus que d'autres, pour le business, pour tout ce qui est gagné de l'argent sur Internet, le contenu vraiment éducatif, c'est entre 1 500 et 3 000 € par mois pour 1 million de vues chaque mois. Voilà. Et 1 million de vues chaque mois, on les a avec entre 30 et 100 000 abonnés, on a 1 million de vues par mois, normalement, en termes de calcul. Voilà. D'accord. Super, donc là on vient de parler de la pub. Si on est en entreprise et du coup on commence à communiquer sur YouTube, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que tu as des conseils pour du coup faire des publicités apparaître sur ces fameuses publicités qui arrivent avant les contenus? C'est ça. Alors, tu fais de la publicité avec YouTube Ads. Donc là, tu passes directement sur la plateforme publicitaire de YouTube. C'est la même plateforme que Google Ads, sauf que là, tu vas juste partir sur la partie vidéo. Alors, pour faire apparaître les publicités, il faut savoir que ce qui est bien, tu peux choisir le créateur de contenu sur lequel tu veux faire de la publicité. Donc, imaginons, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a 5 millions d'abonnés, ben, c'est une audience pertinente pour toi. Sur toutes ces vidéos, tu peux faire des publicités. Tu peux faire des publicités sur une vidéo spécifique, c'est-à-dire une vidéo qui a vraiment explosé pendant les derniers mois, les dernières années. Donc, forcément, il y aura plus de visibilité dessus. Et c'est les deux moyens que je recommande le plus. Donc, vraiment des vidéos spécifiques qui ont beaucoup de vues, qui drainent beaucoup de visiteurs et sur une chaîne en particulier. Donc, si tu es intéressé par le tourisme, ben, tu vas cibler des chaînes qui parlent de tourisme ou alors des influenceurs, comme on aime les appeler, mais des personnes qui sont influentes dans le domaine du tourisme. Donc, les youtubeurs de voyage, etc. Ceux-là, ce sont de bonnes cibles pour toi. Donc, à part ça, je ne recommande pas trop de faire tous les autres types de publicités. Mais ce qui est bien, c'est qu'en ciblant ces publicités, tu n'as pas besoin de faire une vidéo de 15 secondes. C'est-à-dire, ta vidéo, dès les 5 premières secondes, peut attirer l'attention parce que au moins, elles sont affichées pendant 5 secondes avant de pouvoir être ignorées. Donc, si en 5 secondes déjà, tu as su convaincre ton audience, ils vont directement aller sur ton site. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a quelqu'un qui proposait une formation, je crois, sur le montage vidéo. Je fais du montage vidéo, mais il avait tellement bien fait ces 5 premières secondes. Je dis, c'est qui ce gars? J'ai besoin de savoir ce qu'il propose et j'ai cliqué derrière. Et tant que la personne n'a pas cliqué sur l'annonce, tu n'es pas débité. Donc, ce n'est pas payant. Tant que la personne n'a pas cliqué pour aller sur ton site, ça va. Tu peux continuer encore à dépenser de l'argent. Donc, c'est ce qui est très bien, en fait, comparé à la publicité sur Facebook où, bon, Facebook fait beaucoup de tests avant de trouver la bonne audience et tout. Google et YouTube, vraiment, ils sont assez… je pense qu'ils ont très bien fait leur système de publicité, en tout cas. D'accord, donc c'est-à-dire que si la personne voit ta publicité, mais tant que tu ne cliques pas dessus, ça coûte 0 à l'entreprise qui a fait la pub en diffusion. C'est ça, exactement. Exactement. Après, je crois que ça dépend aussi des formats de publicité, les formats qu'on peut ignorer. Ça, c'est possible. Mais sur d'autres formats, le display, ben, si c'est affiché, c'est affiché. Bien sûr, ouais. Donc, voilà, soit on paye aux impressions, soit on paye au clic. Voilà. Si tu payes aux impressions, ben, tant que c'est affiché à un certain nombre de personnes, tu vas payer. Si tu payes au clic, ben, c'est seulement quand c'est cliqué que là, tu es débité. Généralement, les gens choisissent plus au clic. Et si on est plus dans une phase de notoriété, on va plus choisir la partie impression. C'est-à-dire, on va essayer de, entre guillemets, spammer le maximum de chaînes possible pour qu'on voit le nom de la marque partout et que derrière, ça reste dans l'esprit des gens. Voilà. D'accord. Super. Bah, écoute, là, on a déjà vu un peu la partie de création, enfin, en tout cas, avoir sa chaîne. Maintenant, on sait que pour attirer les gens, pour au moins qu'ils voient la vidéo, il faut qu'ils cliquent dessus. Donc, est-ce que tu as des conseils par rapport aux images
On voit qu'il y a beaucoup de styles d'images qui sont un peu pareils, c'est-à-dire qu'on va avoir une photo avec une Mhm. tête qui fait quelque chose, on va avoir le mot en gros, etc. Ça, c'est un peu à la mode en ce moment. C'est ça. Est-ce que c'est ce qu'il Mhm. faut absolument faire ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent aussi attirer les regards? Ah oui, il y a plein de choses qu'on peut faire. En fait, déjà, on revient toujours à ce que YouTube veut. Et en fait, ce que l'audience... on peut avoir la meilleure vidéo possible avec les meilleures lumières, le meilleur micro, le meilleur matériel. Mais si les gens ne cliquent pas sur la vidéo, elle ne sert à rien, cette vidéo. Donc déjà, en termes d'importance aux yeux de YouTube et aux yeux de l'algorithme, ce qui va compter le plus, ça va être d'abord le taux de clic. C'est-à-dire, si je montre ta vidéo à 1000 personnes, combien de personnes ont cliqué sur ta vidéo? Donc, YouTube dit qu'en moyenne, c'est entre 2 et 10% les taux de clic. Mais généralement, on peut avoir beaucoup plus de taux de clic quand on a vraiment de très bonnes miniatures. Donc, ça s'appelle la miniature. C'est celle qui est un peu la vitrine, la porte d'entrée à ton contenu, donc à ta vidéo. Donc, il faut vraiment passer du temps pour avoir la meilleure miniature possible. Moi, avant, j'étais un artiste. Je faisais des miniatures avec beaucoup de couleurs, enfin, de belles polices qui me plaisaient bien. Mais je ne faisais pas des miniatures qui étaient censées inciter au clic. Elles étaient jolies. Lorsque je sortais de Photoshop ou de Canva, elles étaient belles. Mais elles ne donnaient pas envie de cliquer. Et à force de réfléchir, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui fait que moi, en tant que créateur de contenu, déjà, bien en tant que consommateur de vidéos, je clique sur certaines vidéos? Ben, il y a la curiosité. Est-ce que ça attire la curiosité? Est-ce que c'est quelque chose qui a l'air d'être choquant, quelque chose d'inattendu, quelque chose de surprenant? C'est généralement ce genre de clic-là qui me fait cliquer. Ou alors, est-ce que ça m'apporte une valeur ajoutée? Imaginons si tu vois un fond tout rouge et c'est écrit dessus 10 000 euros, ben, ma nature, vu que je suis entrepreneur, je cherche comment générer plus de revenus, je vois une miniature avec écrit 10 000 euros dessus, je clique. Donc, c'est d'abord travailler sur la miniature, ensuite passer du temps sur le titre de sa vidéo. Parce qu'en fait, la personne regarde d'abord la miniature, ensuite elle regarde le titre pour voir de quoi est-ce que la vidéo parle. Et ce sont ces deux éléments-là qui l'incitent d'abord à cliquer. Et une fois qu'on a cliqué, pour avoir un meilleur référencement derrière, il faut travailler la description de sa vidéo. Donc, c'est dans la description qu'on va mettre vraiment le maximum de mots-clés, pas juste les mettre pour les mettre, mais vraiment les écrire de manière naturelle, comme un article de blog, parce que l'algorithme de YouTube a changé. Du coup, il arrive maintenant à lire les 250 premiers caractères de la description pour se faire encore une meilleure idée de l'idée de la vidéo. Alors, depuis qu'ils ont changé ça, je suis aux anges parce que je me dis que c'est exactement cette fonctionnalité-là qui va faire la différence entre ceux qui font du titre juste pour cliquer et ceux qui veulent vraiment travailler le référencement de leur vidéo. Donc, on a 250 caractères, 250 mots, pardon, pour décrire de quoi est-ce que parle notre vidéo. Et 250 mots, sachant qu'on sait qu'un article au minimum sur Internet doit avoir 500 mots, c'est déjà très bien de mettre 250 mots dans sa description. Et on a jusqu'à 5000 caractères disponibles pour la description. Donc, on peut vraiment faire quelque chose de très bien. Il y a une chaîne qui est spécialiste en SEO qui s'appelle Brian Dean. Backlinko, c'est ça son entreprise. Lui, il utilise les descriptions comme des articles de blog. Je pense qu'il doit faire 1500 mots, je pense, dans ses descriptions. Donc, en fait, ça fait que ça donne tellement de contexte à YouTube que YouTube ne peut que recommander ses vidéos. Et enfin, les tags, on peut croire que c'est hyper important, mais en fait, c'est l'élément le moins pertinent aux yeux de YouTube. En fait, les tags sont juste là pour permettre de donner un peu plus de contexte à la vidéo. Mais si les gens n'ont pas cliqué, que le site n'est pas pertinent, que la description n'est pas pertinente, les tags ne pourront pas sauver la vidéo. Donc, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir sur sa miniature. Pour te donner un ordre d'idée, je ne sais pas si tu connais MrBeast. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non. D'accord. C'est un YouTuber qui fait il fait vraiment tout ce qui est challenge. J'ai regardé un documentaire sur lui parce que bon, je pensais qu'il faisait des trucs juste pour les faire. Mais en fait, chaque seconde de sa vidéo, il valide si elle est bonne ou pas. Donc en fait, il fait son montage de telle sorte que chaque seconde de la vidéo atteigne le but pour lequel les gens ont cliqué sur la vidéo. Donc là, il doit avoir un peu plus de 30 ou 40 millions d'abonnés. Et les experts font une prédiction pour dire que d'ici quelques années, il va dépasser PewDiePie, qui est un des meilleurs, celui qui a le plus d'abonnés sur YouTube. Il a plus de 100 millions d'abonnés. Donc, ils disent qu'il va le dépasser dans 2 ou 3 ans parce qu'en fait, sa stratégie de contenu, elle est énorme. Et ce créateur-là, il passe entre 1 heure et 3 jours avant de choisir sa miniature. Donc, Wow. c'est-à-dire, Ah ouais. il a tellement compris l'importance du clic sur une vidéo qu'il se dit, OK, on va faire un brainstorming parce qu'il a une équipe avec lui, on va réfléchir. Il faut que chaque miniature soit faite de telle sorte qu'on explose en fait les taux de clic. Et lui, dans sa thématique, il n'est pas en 2 et 10%, il tend vers les 20% de taux de clic. Donc, tu t'imagines 20% de taux de clic, même pour en e-commerce, par exemple, quand on sait que c'est 1,8%, 2%, 3% de conversion. Si on convertit 20% de nos visiteurs, on n'est pas mécontent. Et ce que lui fait, en fait, c'est que non seulement sa miniature et son clic promettent quelque chose d'hallucinant, mais en fait, il le fait dans sa vidéo. Donc, ça fait en fait que les gens qui sont venus, parce que ces vidéos, c'est généralement
je dépense 100 000 euros dans ce magasin, ou alors tout ce que tu peux faire entrer dans ce cercle, je te l'achète. Et en fait, il le fait dans ses vidéos parce qu'il il est sponsorisé par plein de marques. Lui aussi, il a su gagner beaucoup d'argent avec sa chaîne, avec ses différents business. Du coup, ça lui permet en fait de développer une chaîne YouTube, mais qui lui rapporte des millions également à l'année. Donc, c'est ça en fait. C'est juste un exemple, mais c'est juste pour dire, peu importe la thématique dans laquelle on est, même Stan Leloup qui est dans le marketing, Stan Leloup, en fait, il a compris les miniatures de manière terrible. Par exemple, il a fait une vidéo sur PNL, qui est un groupe de rap. Au lieu de dire pourquoi PNL est un excellent groupe de rap, il a dit pourquoi PNL est une marque de luxe. Ça, c'est le titre. Et dans la description, tu vois PNL sur un fond rouge et c'est écrit marque de luxe. Toi qui connais un peu PNL ou le monde du rap, ou alors qui te dit mais c'est quoi PNL? Est-ce que c'est la PNL, la science, la programmation neurolinguistique, ou alors c'est le groupe? Donc, forcément, tu cliques. Et quand tu cliques, bien sûr, des gars, ils bossent 15 à 20 heures pour écrire ces vidéos. Donc, derrière, tout est très millimétré tout le long de la vidéo. Derrière, ça permet vraiment à la personne qui reste de rester pendant longtemps sur sa vidéo. Des fois, il n'est même pas à 50% de taux de rétention, il tend vers les 80% de personnes qui restent sur ces vidéos. Et quand YouTube voit ça, YouTube se dit, il y a des gens qui cliquent comme des fous, il y a des gens qui restent jusqu'à la fin, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer sa vidéo à plus de gens. Donc voilà, vraiment le plus important, c'est bosser sur la miniature et sur le titre et ensuite travailler vraiment sa description. Moi, à titre d'exemple, je prends 20-30 minutes pour faire mes miniatures. J'essaie de voir si moi-même elles sont assez convaincantes pour moi. Ensuite, pour le titre, avant de tourner la vidéo, j'ai l'idée de la vidéo. Je n'ai pas encore le titre tel que je vais le mettre. Maintenant, le titre, je le prends et je vais utiliser des outils comme TubeBuddy, vidIQ, ce sont des outils d'optimisation sur YouTube pour voir est-ce qu'il y a de la recherche, est-ce que ce sont de bons mots-clés. Donc, je choisis le titre et pour la description, j'essaie de passer 30 minutes aussi pour rédiger une description vraiment très pertinente avec les bons mots-clés placés dedans. Et quand on utilise les tags, il faut que tes tags apparaissent aussi dans la description pour que ce soit vraiment en relation tous les deux. Parce que si on ne met pas nos tags dans la description, on met d'autres tags, d'autres choses dans la description, YouTube ne comprendra pas forcément et il va considérer que ce n'est pas un contenu pertinent. Donc, c'est vraiment toute une réflexion à avoir avant de publier sa vidéo. Au début, ça prendra forcément du temps, mais aujourd'hui, en 1 heure, tous ces éléments-là, je les fais. Mais avant, quand j'ai vraiment commencé, ça me prenait 4 à 5 heures, ou même 6 heures, des fois une journée tout entière, je travaillais vraiment dessus. Mais quand on comprend ça, on sait que d'abord, c'est le clic qui importe. Une fois que la personne a cliqué, après, maintenant, il y a la structure de ma vidéo qui va faire en sorte que la personne va rester. Par exemple, avant, je mettais un générique dès que la vidéo commençait. Mais en y réfléchissant, je dis, mais attends, je dis à quelqu'un comment avoir plus de vues et quand il clique sur ma vidéo, la première chose qu'il voit, c'est mon introduction. Déjà, quand elle ne me connaît pas, elle s'en fout un peu de mon introduction. Donc, en fait, dès que la personne clique, si elle est venue pour savoir comment avoir 1000 abonnés sur YouTube, moi, ma structure, elle a changé. C'est maintenant, quand tu arrives, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avoir 1000 abonnés sur YouTube et on voit ça maintenant. Et mon générique fait 5 secondes maintenant, donc je l'ai réduit à 5 secondes. Et après, maintenant, je donne le contenu que la personne a demandé parce que c'est pour ça qu'elle est venue. Et cette structure, elle marche très bien. C'est celle qui est la plus effective, en tout cas, sur toutes les chaînes YouTube que j'ai vues qui réussissent vraiment. Hein. Donc, les experts américains, des personnes qui sont en Chine, des personnes, pas en Chine, des personnes qui sont asiatiques et tout, qui font du lifestyle, du maquillage, c'est une structure qui marche très bien. Parce que quand on ne te connaît pas, on veut aller droit au but parce qu'on sait que aussi le temps des gens est limité, le temps d'attention est limité. Il faut leur donner le contenu qu'ils sont venus chercher. Donc voilà, on vise d'abord le taux de clic avec la miniature et le titre. Ensuite, on vise à ce que les personnes restent le plus longtemps sur notre vidéo. Donc, grâce au storytelling, grâce au montage, bon, il y a plein d'éléments pour développer son taux de rétention sur la chaîne. Et enfin, on optimise vraiment nos vidéos avec la description et les tags. Et comme ça, en faisant ça de manière répétée à chaque fois sur toutes nos vidéos, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir réussir sur YouTube. Super, bah, merci pour toutes ces infos. Voilà. À la fin, du coup, là on était sur le début, à la fin, YouTube propose qu'on aille voir une autre vidéo, qu'on s'abonne, etc. Est-ce C'est qu'il faut ça. mettre plusieurs autres vidéos? Est-ce qu'il faut en mettre une seule? Qu'est-ce qui est le Mhm. plus optimal en fait, selon toi? Alors, moi, je donne une stratégie qui est très simple. Parce que, vu que si la personne est restée jusqu'à la fin, ça veut dire qu'elle a apprécié notre contenu et ça veut dire que le contenu a vraiment répondu à son attente. Sachant qu'on a entre 5 et 20% des personnes qui restent jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire que si sur 1000 vues, en fait, bon, sur 100 vues, on va prendre 100 vues, c'est plus petit, je peux avoir 5 à 20 personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Mais ces personnes-là, qu'est-ce que moi je fais après? En fait, j'écris mes vidéos de telle sorte que je peux leur recommander une prochaine vidéo dans la même thématique ou qui va compléter ce que je viens de dire. On a deux choix. Soit on laisse YouTube décider quel est le meilleur contenu pour l'utilisateur. Donc, il y a l'option meilleure pour le spectateur. Ça, c'est YouTube qui décide en fonction de notre librairie de vidéos pour dire, OK, cette vidéo-là, elle est meilleure.
soit on met la dernière vidéo mise en ligne. Mais pour moi, c'est une mauvaise stratégie, par exemple, parce que si j'ai parlé d'abonnés dans cette vidéo et qu'après, je parle, par exemple, du tuto pour la webcam, c'est utile aussi pour YouTube, mais ce n'est pas forcément pertinent par rapport au nombre d'abonnés. Donc, ce n'est pas le plus efficace. Donc, ça s'appelle un piège à watch time, c'est-à-dire toutes les personnes qui viennent sur ta vidéo, il faut que tu fasses tout pour leur proposer d'autres vidéos semblables. Donc, tu utilises des playlists ou tu utilises des vidéos qui sont complémentaires à ça. Moi, maintenant, ce que je fais, si je te dis comment gagner de l'argent sur YouTube, à la fin de la vidéo, tu arrives, tu as une playlist avec 12 vidéos, 5 vidéos dedans qui te expliquent comment gagner de l'argent sur YouTube. Parce que tu as regardé cette vidéo sur comment gagner de l'argent jusqu'à la fin, ça veut dire que tu es intéressé par d'autres vidéos de la même thématique. Et ensuite, je te propose, vu qu'on est sur YouTube, si tu veux gagner de l'argent, tu veux aussi des vues ou des abonnés. Donc, je te propose une vidéo qui va te parler des vues ou des abonnés ou une vidéo qui explique spécifiquement la monétisation sur YouTube. C'est ce que j'ai fait, par exemple, sur cette vidéo-là. J'ai mis celle sur la monétisation et la playlist juste en bas et après le bouton s'abonner. Le bouton s'abonner, je peux ne pas le mettre parce que tout au long de la vidéo, je mets déjà un appel à l'action pour que les gens puissent s'abonner. J'en mets 2 ou 3, il est visuel. Donc, je n'ai pas besoin de le dire aux gens. Ils le voient juste et dire, OK, ben, le contenu me plaît, il est pertinent, d'accord, je m'abonne. Donc, il faut toujours penser en termes de, je veux que les gens restent le plus longtemps sur YouTube grâce à moi. Donc, forcément, je vais leur recommander des vidéos qui sont dans la même thématique ou qui viennent compléter ce que je viens de dire. C'est pour ça, quand on parlait du temps tout à l'heure, je dis, tu n'as pas forcément besoin de faire des longues vidéos parce que si tu fais 1 heure de vidéo, que tu as tout dit en 1 heure, dans les prochaines vidéos, tu ne pourras pas permettre aux gens de rester plus longtemps. Donc, tu peux te dire, OK, si j'ai 10 points à aborder, soit je donne les 10 points très rapidement, soit je peux en donner 3. Et dans une autre vidéo, je change le titre et la thématique. Mais en fait, c'est la suite des 3 points que j'ai donnés. Et moi, c'est ce que je fais régulièrement. J'ai tellement de choses à dire que je préfère les séparer comme ça. Comme ça, si une personne vient, en fait, elle se dit, OK, il a parlé des abonnés, mais en fait, il y a 25 autres vidéos sur comment gagner des abonnés sur YouTube avec toutes les stratégies. Je suis obligé de les regarder. Et ça, tu es en train de dire à YouTube que ben, je sais amener des gens sur la plateforme et je sais les faire rester pendant longtemps. Et c'est comme ça, en fait, que moi, c'est ce que j'utilise comme stratégie. Beaucoup ne le font pas. En tout cas, des chaînes que j'ai vues, il y en a qui mettent juste, il y en a qui ne mettent même pas d'écran de fin. Donc, ils mettent juste une vidéo comme ça et puis allez, c'est bon. Sauf que ça montre à YouTube que, bon, on n'a pas une très bonne stratégie ou alors qu'on n'est pas très sérieux. Même si on l'est, hein, qu'on n'est pas très sérieux sur la plateforme. Donc, j'encourage vraiment les personnes qui se disent, OK, si j'ai 10 vidéos à créer, comment est-ce que je peux faire en sorte que les 10 vidéos-là soient reliées? Donc, c'est-à-dire, imaginons, on va sur la prochaine vidéo que tu as recommandée et à la fin de cette autre vidéo, ben, je lui recommande une autre vidéo qui vient compléter celle-là. Donc, la personne est venue pour 5 minutes, mais en fait, elle va passer 1h30 à regarder mes vidéos parce que ben, je réponds à toutes ces problématiques au fur et à mesure. Donc, c'est ça. Et moi, je recommande pour l'écran de fin. Super. Souvent, quand on veut se lancer sur YouTube, on a aussi peur du matériel. On dit, bah, on n'est pas à la hauteur, il faut forcément que j'ai C'est une ça. super caméra, il faut faire du montage, etc. Et pourtant, bah, justement, tu t'as expliqué que dans une de tes vidéos, avec son téléphone portable, déjà, on a une qualité qui est bien. C'est ça. Et on peut rapidement se lancer, au moins pour faire de la vidéo conseil. Voilà. Toi, en termes de matériel, qu'est-ce que tu utilises? Et en termes de montage, comment est-ce que tu travailles pour que ce soit efficace? OK. Alors, bon, vu que j'étais photographe au début, donc c'est sûr que moi, j'ai eu ce gros problème là. Parce que je me suis dit, bon, je sais c'est quoi la 4K, je sais c'est quoi le nombre d'images par seconde et tout. Donc, j'avais des problèmes de vidéaste. Je n'avais pas des problèmes de personnes qui veulent se lancer. J'étais bon. Alors, pour une réflexion, c'était, j'achète un appareil en 4K ou pas. Mais en fait, je me suis dit, j'ai mis tellement de temps à réfléchir à l'appareil que je vais utiliser. Ben, j'ai commencé avec mon appareil photo, celui que j'avais déjà. C'est un Nikon T5200. Ça coûte même pas 500 euros cet appareil, tout avec l'objectif et tout. C'est ce qu'il me faut. Parce qu'en fait, sur YouTube, le plus important, ça va être d'abord ton son. Parce qu'on peut te pardonner une mauvaise qualité de vidéo, mais un mauvais son, les gens, ils ne pardonnent pas ça. Ils ne peuvent pas supporter un mauvais son. Donc, il faut d'abord avoir un bon son et ensuite avoir une lumière suffisante pour qu'on puisse être visible, pour que ce soit assez correct. Donc, j'insiste beaucoup plutôt sur le son. C'est pour ça que j'ai acheté un micro Rode pour faire des vidéos lorsque je fais des tutos et tout, etc. Et j'ai un autre micro sur mon appareil photo qui est un micro directionnel. Et bientôt, je vais acheter un micro cravate donc pour mon appareil. Donc, vraiment, s'il faut investir d'abord au début, ça va être d'abord sur le son. Et avec son téléphone, on peut acheter un micro à 20 euros qui est connecté directement là sur le téléphone, qui fait office de micro-cravate aussi. Donc, c'est un micro Boya qui fait 6 mètres. Donc, on peut même se mettre un peu loin et on va quand même nous entendre dans les vidéos. Donc, nos téléphones aujourd'hui, franchement, peu importe la gamme de prix, généralement, ils font très bien le travail. Même à partir de 200 euros, il y a de très bons téléphones qui font de la belle vidéo déjà. Donc, on peut commencer avec le téléphone, mais vraiment miser sur le son, investir déjà dans le son
et ensuite investir dans la lumière. Et une fois qu'on commence à gagner de l'argent, qu'on continue dans cette dynamique-là, là maintenant on peut acheter la caméra, on peut acheter le bel appareil, les lumières derrière, tout ça. Ça vient vraiment après. Mais ce n'est pas vraiment une priorité lorsqu'on commence. Voilà. C'est ça, Donc, c'est moi, tout ce que important. j'ai comme matériel en ce moment, je l'estime à moins de 600 euros. Mais là, c'est parce que vraiment, je suis vidéaste et photographe. Mais franchement, si je n'étais pas vidéaste et photographe, je commençais avec mon téléphone. Ça me coûtait en fait 20 euros, plus un trépied à 20 euros, 40 euros, avec la lumière du soleil. C'est déjà très bien pour commencer. Parfait. Voilà. Ouais, c'est important de dire qu'en fait, il faut se lancer, il faut tester un peu les formats déjà, voir ce qui C'est ça. fonctionne avant d'investir, parce que sinon, on va trop attendre et finalement, on va pas le faire. Parce Exactement. qu'on va à chaque fois Exactement. se dire, bah non, c'est pas le moment, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Exactement. Et c'est dommage. C'est dommage, Et, très dommage. et en termes de montage, alors justement, si on ne s'y connaît pas en montage, Ah comment est-ce qu'on peut oui. faire? Alors, il y a deux choses que je peux proposer. Il y a les plateformes en ligne. Donc, on a quoi comme plateforme qui coûte un peu cher, donc il y a des abonnements, mais je ne les connais même pas, je les connais pas beaucoup. Mais je recommande déjà de commencer sur des logiciels de montage gratuits. On a Filmora, on a HitFilm Express et on a le dernier DaVinci Resolve. Les trois sont gratuits et il y a énormément de tutos sur YouTube en anglais, en français. Franchement, au niveau montage, on ne manque pas de tutos sur YouTube. Ça, c'est très bien. Moi, j'utilise Adobe Premiere Pro quand j'ai un PC et j'utilise Final Cut Pro sur mon Mac actuellement. Donc, Final Cut Pro, c'est 300 euros, mais c'est à vie. Donc, une fois 300 euros et ensuite, on ne paye plus rien. Adobe Premiere Pro, je réfléchis à l'abandonner parce que c'est 25 euros par mois et je ne l'utilise pas énormément sur le Mac. J'utilise plus sur le PC, mais pas sur le Mac. Donc, Adobe Premiere Pro, je le garde parce que bon, j'ai la suite Adobe, donc forcément, ça en fait partie. C'est utile. Mais c'est vraiment, ces logiciels-là, Adobe Premiere Pro et Final Cut Pro, surtout Adobe Premiere, c'est vraiment si on veut aller à un autre niveau, c'est-à-dire faire du color grading sur ces vidéos, tout ça. 90% des gens n'ont pas besoin de ça. Sur YouTube, 90% des gens n'ont pas besoin de ça. Parce que déjà, la qualité vidéo qui sort des appareils et des réflexes des appareils photo est largement suffisante pour faire du color grading. Donc, ceux qui font vraiment du color grading, c'est vraiment des grands créatifs, donc des personnes qui font ça dans leur métier, qui font ça toute leur vie et tout. Et nous, bon, voilà, on n'a pas forcément besoin de ça. Donc, le montage vidéo, commencer avec un logiciel gratuit, ça fait déjà très bien le taf. Et puis après, aller sur Adobe Premiere ou Final Cut Pro, moi, je pense que c'est une bonne alternative. En tout cas, c'est vraiment un niveau intermédiaire expert. On peut aller sur ce genre de logiciel. D'accord. Ouais. Super, bah, merci beaucoup. Bah, ça, c'est très riche en conseils. Je ne sais pas Ouais. si tu as d'autres, un petit dernier conseil peut-être pour la route à nous donner, Un quelque petit chose dernier que je n'aurais pas conseil. abordé. OK. Donc, peu importe ce que vous faites comme activité, que ce soit à titre personnel, à titre d'entreprise et tout, c'est vraiment passer. Moi, je passe énormément de temps à analyser toutes mes vidéos, pas pour les vues, juste comprendre pourquoi la personne est partie à cette vidéo-là, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, les gens ne regardent plus et vont passer à l'autre point, etc. C'est vraiment tout le temps être dans l'amélioration continue. Parce que avant de trouver vraiment son rythme de croisière et de trouver exactement sa structure de vidéo, tout ça, il faut tester. YouTube, il n'y a pas d'autre choix que de tester. Tester tel format de vidéo, tel type de vidéo. Si ma vidéo, après un mois, 2 mois, elle n'a pas très bien fonctionné, ben, je vais changer les miniatures, je vais changer les titres. C'est vraiment du test. Donc, il faut passer du temps à tester. Et surtout, deux éléments qui vont faire réussir sur YouTube à tous les coups, peu importe votre activité, c'est avoir une bonne stratégie et avoir le bon mental, le bon mindset. Parce que je disais tout à l'heure, on parlait des abonnés, des vues, mais vraiment, pour être sincère avec les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, ça ne compte pas du tout. Parce que tes abonnés, tu vas remarquer que quand tu publies une vidéo, tu n'as que 30% de tes abonnés, des fois 40, des fois 20 qui regardent tes vidéos. Mais tu te dis, mais pourquoi ils sont abonnés s'ils ne regardent pas mes vidéos souvent? Tu as plus de personnes qui ne te connaissent pas qui regardent tes vidéos plutôt que ceux qui sont déjà abonnés à ta chaîne. Deuxième élément, les vues. Une vue, ça commence à partir de quelques secondes. Donc, ce n'est pas très pertinent pour moi qui fais du contenu. Je fais une vidéo de 20 minutes et il y en a 10 qui regardent pendant 1 minute, d'autres regardent pendant 3 minutes. Bon, j'ai un peu fait le travail en vain. Donc, on sait que YouTube, ce qui compte pour eux, c'est le temps passé sur la plateforme. Donc, mon objectif est de réfléchir comment je peux faire en sorte que les gens passent plus de temps sur mes vidéos et donc sur la plateforme et pour que YouTube recommande mon contenu à plus de personnes. Et quand je parle du mental, c'est que beaucoup de créateurs de contenu sur YouTube font des burn-out. Il y en a plein qui en font parce que la pression qu'ils se mettent est énorme. Donc, c'est là où je parle vraiment de stratégie. Parce que dans la stratégie, moi, j'ai des moments où je me repose, j'ai des moments où je me forme, j'ai des moments où je crée simplement, j'ai des moments où j'analyse et
je prends ça vraiment avec une bonne mesure. Je suis entrepreneur, c'est vrai, mais ma vie ne doit pas dépendre de YouTube parce que ça met vraiment une réelle pression. J'appelle ça la pression du créateur de contenu. On ne s'en rend pas compte, même à un moment donné, on est tellement dans la création, on est tellement dans le fait d'atteindre nos objectifs qu'on ne s'en rend pas compte, ben, on commence à avoir des burn-out et ça arrive déjà à plein de créateurs de contenu. Et dernier élément que je peux donner, il faut toujours faire un contenu dans lequel on est passionné. Parce que si tu es une entreprise, si tu es un entrepreneur, c'est sûr que ce que tu fais, tu es passionné dans ce domaine-là. Et si tu es passionné dans ce que tu fais, ben, tu pourras faire du contenu pendant de longues années sur YouTube. Et c'est là où tu feras la différence. Parce que quand on cherche à réussir à court terme sur YouTube, on va avoir en fait des vanity metrics, c'est-à-dire beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, mais en fait, on n'a pas forcément aidé les gens. Donc, si on fait du contenu rien que pour soi, YouTube ne va pas aimer ça parce que YouTube veut qu'on partage, qu'on échange, que les gens restent, qu'il y ait de l'interaction. Bon, un élément dont on n'a pas parlé, c'est l'engagement. Mais bon, ça, il y a ça sur tous les réseaux sociaux. Plus les gens commentent, like tes vidéos, partagent et tout, mais plus YouTube considère que c'est un bon contenu aussi. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'on trouve sur les réseaux sociaux qu'il faut appliquer sur YouTube, mais c'est surtout la stratégie. Sur les réseaux sociaux, on peut devenir viral et baser notre réussite, notre carrière, nos objectifs sur la viralité. Sur YouTube, la viralité, elle arrive, mais en fait, elle redescend très vite parce que 400 heures de contenu sont postées chaque seconde sur YouTube. Donc, tu imagines, j'ai beau être viral, mais chaque seconde, il y a 400 autres personnes qui peuvent me concurrencer sur YouTube. Donc, je me dis, OK, c'est vrai que j'ai eu 100 millions de vues, mais c'est une fois peut-être dans ta vie de YouTubeur que tu auras les 100 millions de vues. Ou même 10 millions de vues, il y en a qui les auront jamais. Mais quand même, il y a des business qui se bâtissent avec moins de 1000, moins de 10 000 abonnés et qui réussissent très bien. Donc, c'est vraiment avoir la stratégie. Et la partie stratégie, beaucoup de créateurs de contenu et même d'entreprises ne l'ont pas. J'ai travaillé dans des entreprises. Des fois, la chaîne YouTube est un peu laissée à l'abandon. On se concentre sur la publicité et tout. Je dis, moi, si j'ai de l'argent, je préfère investir dans créer du contenu qui va aider les clients parce que gratuitement, je peux les avoir, ces clients-là, au lieu de forcément de payer des budgets qui sont des fois astronomiques sur Google, sur Facebook, pour pas grand-chose en termes de résultats. Donc, la stratégie, c'est super important. Et moi, justement, mon travail, c'est vraiment d'aider les gens au niveau de la stratégie parce qu'avoir des vues et des abonnés, tout le monde peut en parler. Il suffit juste que tu aies 1000 abonnés, 10 000 vues sur une vidéo, tu sais faire une vidéo sur comment avoir des vues et des abonnés. Mais la stratégie, comme je t'expliquais tout à l'heure, comment mettre son écran de fin, la description, tout ça, ça, il y a des gens qui ne te le diront jamais parce que ça ne rentre pas dans le cas des vues et des abonnés. C'est pour ça, en fait, mes vidéos, je donne aux gens ce qu'ils veulent avoir, c'est-à-dire comment avoir plus d'abonnés. Mais derrière, je leur explique que ce n'est pas plus d'abonnés qui compte. En fait, voici la stratégie, voici les astuces, voici le contenu. Et c'est comme ça, en fait, que les gens sont près des chaînes YouTube et commencent à avoir des résultats. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment, et pour terminer, beaucoup de patience et de persévérance. Parce qu'on peut être viral si on a de l'argent. Je peux faire une vidéo, je paye un budget pour avoir plus de vues. Bon, c'est bien, mais qu'est-ce que ça a réellement apporté à mes clients? Je ne sais pas. J'ai fait un test une fois sur une de mes premières vidéos. J'ai eu 1100 vues. J'étais content à l'époque, mais en fait, j'avais eu 2 likes sur la vidéo, 0 commentaire. C'était des gens qui venaient d'Inde, de Russie. Je dis, mais c'est quoi ça? J'ai dépensé 20 euros et j'ai des gens qui viennent de Russie et d'Inde qui ne parlent même pas de la langue dans laquelle je crée le contenu. Alors que c'est possible, sans publicité, d'avoir ce genre de réussite-là et ce genre de contenu qui ont du succès sur YouTube. Voilà. Super. Alors, avant de terminer, moi j'aime bien toujours demander un peu à mes invités quelles sont leurs sources d'information et d'inspiration. D'accord. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Est-ce que tu as des chaînes de YouTube à nous recommander ou des livres? Voilà. Ouais. Des chaînes YouTube, j'en ai plein à vous recommander. Bon, c'est beaucoup du contenu en anglais et j'ai quelques francophones aussi. Donc, il y a Think Media, donc de chaîne Canel. Il a 1,20 million, 1,2 million d'abonnés aujourd'hui. Ça, c'est sa chaîne principale. Il a une deuxième chaîne avec son associé qui s'appelle Video Influencer. Il a 600 000 abonnés et ça fait 12 ans qu'il est sur YouTube. Donc, il s'y connaît très bien. C'est ces formations que j'ai achetées pour faire ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, dans ces formations, justement, le point le plus important ici, c'est vraiment la partie stratégie, quoi. Donc, sa dernière formation qui est sortie, qui est actualisée, il y a plus de 90 heures de contenu. Donc, tu imagines, là, on fait un podcast d'une heure, mais en fait, si je dois transcrire tout ce que j'apprends en 90 heures, on ferait 4 jours. Tu vois? Donc, c'est vraiment du contenu très dense, très intense. Et on va même dans des petits détails, quoi. C'est-à-dire, pourquoi mettre le tag en première position et non pas le mettre en 25e? Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas, mais les gens mettent juste des tags comme ça. Mais par exemple, le premier tag est plus important que le dernier tag. Tout ça, il explique vraiment en détail. Il y a Roberto Blake aussi, qui est américain. Donc, lui aussi, ça fait 8 ans qu'il est sur YouTube. Daryl Eves aussi, lui, c'est un des meilleurs. Un des meilleurs. C'est vraiment le coach des grands YouTubeurs, quoi. C'est-à-dire, il a vraiment enseigné beaucoup de YouTubeurs qui aujourd'hui ont plus d'abonnés que lui. Il y a Nick Mimine, qui est justement élève de Daryl Eves, qui a passé les 600 000 abonnés dernièrement.
Et le dernier, bon, il y a une femme qui s'appelle Sunny Lenarduzzi, son nom est un peu compliqué à prononcer, mais je t'enverrai les ressources après pour que tu puisses les mettre. Super. Elle aussi, elle parle de YouTube, elle parle plus généralement d'entrepreneuriat et de business en ligne. Donc, elle a plus de 3, 4, 5 millions d'euros générés grâce à ses différentes chaînes, à sa chaîne YouTube, à ses différents business. Donc, c'est eux vraiment que j'écoute beaucoup parce que ma spécialité, c'est vraiment YouTube. Mais par contre, au quotidien, je lis par contre beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat, le leadership, la gestion des finances. Donc, des auteurs comme John Maxwell, Robert Kiyosaki, Grant Cardone, Gary Vee aussi, je le lis. Je ne suis pas tout le temps d'accord avec ce qu'il dit, mais je le lis en fait parce qu'il a vraiment eu beaucoup d'impact dans le domaine des marketeurs et tout, et pour comprendre vraiment la psychologie de ces personnes qui réussissent. Des podcasts, j'aime en écouter, mais en réalité, je suis abonné à plein de podcasts que je n'écoute pas. J'écoute plus des livres audio, donc j'utilise Cooper, j'utilise j'utilise Audible de Amazon. Donc, j'écoute beaucoup de livres audio en anglais et en français, j'en ai pas beaucoup, plutôt en anglais. Parce que si je veux vraiment devenir bilingue, je parle très bien anglais, mais vu que je suis en France, je n'ai pas le temps de pratiquer très souvent. Donc, je comprends très bien, j'écoute beaucoup, j'apprends de nouveaux mots, tout ça. Mais ils ont quand même une certaine longueur d'avance en termes de stratégie. Pas en termes de ce qu'ils font, juste en termes de stratégie. Ils sont très avancés au niveau des stratégies. Donc, c'est pour ça que j'écoute beaucoup d'anglais. En francophone, rien que sur YouTube, il y a un qui s'appelle Louis Laborde. C'est un petit YouTuber. Mais en un mois et demi, il est presque à 3000 abonnés. Donc, il applique à peu près ce que je dis également dans ses conseils-là. Il a appliqué aussi. Sauf que lui, c'est un référenceur SEO qui s'est transformé en YouTuber. Donc, forcément, les règles du SEO et tout, il connaît très bien. Je peux recommander aussi Pierre Elliott, l'allemand. Oui, c'est ça son nom. Bon, lui, il fait plus du business en ligne, mais il parle également beaucoup de YouTube. Donc, bientôt 100 000 abonnés. Voilà, c'est un peu ce genre de YouTuber-là dans la francophonie. Mais c'est vrai que parler de YouTube de manière très, très, très spécifique, comme je le fais et que je vais continuer à le faire, il n'y en a pas beaucoup parce que, bon, on peut croire que c'est limité, alors que si on se met dans une optique de vision long terme, on sait que la vidéo sera quelque chose qui va durer sur le long terme. Mais parler de YouTube et de la vidéo, c'est très pertinent parce qu'on sera vraiment très bien positionné dans les années à venir. Voilà. Donc, c'est ce que je peux recommander. Et en ressources, je vais écouter ton podcast désormais. Je pense aussi que je vais rajouter. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comment est-ce qu'on peut te joindre? Voilà, si on est intéressé pour être coaché, être accompagné sur la création de sa chaîne. Ma chaîne YouTube, tu peux directement laisser un commentaire ou m'écrire au mail qui est sur ma chaîne YouTube. J'ai mis mes contacts dessus. LinkedIn aussi, je suis très actif sur LinkedIn, donc je partage beaucoup de choses sur LinkedIn aussi. Donc LinkedIn, tous les jours, je suis connecté sur LinkedIn. Et c'est les deux plateformes où je suis le plus présent. J'ai Instagram, mais bon, c'est plus perso. Je ne partage pas tellement de trucs dessus. Mais tous ces contacts-là, en tout cas, si tu tapes William Angora sur Google, normalement, tu as mon LinkedIn, tu as ma page Google My Business, donc tu peux me contacter aussi dessus. Tu as ma chaîne YouTube. Donc, je suis très facilement trouvable, normalement. D'accord, super. Parfait. Merci beaucoup pour toute cette expertise et tes conseils. Merci beaucoup, Étienne. Je t'en prie. Et puis, à très bientôt. Donc, à très bientôt. Ciao. Salut. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez toujours le commenter et le partager afin de le faire connaître au plus grand nombre. Merci par avance. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec William, qui est vraiment un spécialiste passionné par YouTube. Je vais laisser en commentaire évidemment ses coordonnées si vous voulez être accompagné par lui, mais également les liens vers les ressources dont il a parlé et notamment les chaînes qu'il suit en français et en anglais. Je vous donne rendez-vous à très bientôt, mardi prochain, pour un prochain podcast sur la communication et le marketing. Et d'ici là, n'oubliez pas, avec Simp, faire des vidéos, c'est simple.